Avoir, encore une fois, des parents très investis dans la scolarité, c'est une chance. Et d'ailleurs, la preuve que c'est une chance, c'est que j'ai 2 petites sœurs. J'en ai une qui est médecin urgentiste et l'autre qui est en train de terminer son master de pharmacie. Tout est possible, quoi. Il suffit juste de tenter. Tout ce dont mes enfants peuvent bénéficier pour leur faciliter les choses, j'ai bien l'intention de leur donner, hein. Bienvenue dans l'ascenseur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et j'anime le podcast Bienvenue dans l'ascenseur. Dans ce podcast, je reçois des femmes et des hommes de tout âge, de toute origine, qui ont un parcours d'ascenseur social. On revit ensemble les différentes étapes de ce parcours, de leur rez-de-chaussée jusque, c'est ce qu'on va voir avec ma prochaine invitée qui est Amira Abra. Bonjour Amira. Bonjour Anne-Cécile, merci de me recevoir. Bonjour Amira. Donc Amira, vous faites partie de ces personnes qui ont pris l'ascenseur social en France. Ce que j'aimerais, c'est qu'on rentre ensemble dans la cabine de cet ascenseur. En général, dans ces cabines, il y a un miroir. Vous vous regardez dans le miroir. Dites-moi qui vous voyez. Je suis encore ce qu'on appelle une jeune femme, en tout cas j'espère. J'ai 36 ans, je m'appelle Amira, je suis entrepreneur, j'ai je co-dirige une entreprise qui s'appelle 15, qui propose des services de vélo pour les collectivités, donc du vélo en libre-service, du vélo en location longue durée. À côté de ça, je suis maman de 2 enfants. J'attends le 3e en ce moment même. Donc un petit peu fatiguée, je dois l'avouer, mais ça commence à aller mieux parce que je rentre dans le 2e trimestre. Je suis du coup mariée à un mari qui est aussi entrepreneur, donc ça c'est super parce que finalement on a tous les deux des emplois du temps très chargés, mais en même temps la flexibilité de pouvoir s'occuper d'une famille et de toutes les tâches domestiques à part égale, donc je leur remercie. Bravo. Je leur remercie beaucoup pour ça. À côté, je suis aussi membre du conseil d'administration d'une société de drones. J'ai eu l'opportunité de le faire et ça répond bien aussi à mes passions personnelles, en tout cas mes passions professionnelles, qui sont de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour servir le bien commun. Et vous habitez où? À Paris, en région? Oui, j'habite dans le 5e arrondissement de Paris, pas très loin de Henri IV et Louis le Grand. On va en reparler. Alors, on garde la métaphore de l'ascenseur. Avant de monter, on est au rez-de-chaussée. C'est quoi votre rez-de-chaussée, Amira? J'ai grandi en région parisienne, dans une petite ville de banlieue qui s'appelle La Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Donc, une ville de banlieue, mais assez tranquille, dans un petit appartement, justement parce que mes parents ont fait le choix de rester dans un petit appartement d'un quartier tranquille que d'aller déménager dans un plus grand appartement, mais dans des quartiers qu'ils estimaient pas positifs pour élever des enfants. J'ai eu la chance de grandir au sein d'un foyer uni, stable, avec 2 parents et 2 petites sœurs. Mes 2 parents sont tous les 2 algériens. Enfin, mon père est franco-algérien. Je suis vraiment un peu l'incarnation de l'histoire de l'immigration algérienne en France. Un grand-père indigène enrôlé dans l'armée française et qui a eu sa nationalité comme ça. Un père qui est venu en France via le regroupement familial. Et puis moi, la 3e génération née en France. Et maintenant, je dirais même la 4e, qui est celle du mélange et de la mixité, avec un enfant à moitié d'origine algérienne et à moitié français, depuis Louis VI le Gros, il paraît. Ah oui, parce que votre mari descend de Louis VI le Gros. En tout cas, c'est ce que dit mon beau-père, mais je peux pas le vérifier. D'accord. Alors, que faisaient vos parents dans la vie? Alors, mes parents, ma mère, elle travaillait pas quand j'étais plus jeune, mais maintenant, elle travaille dans la restauration collective. Ce qui est drôle, c'est que elle travaille vraiment depuis à peu près 20 ans maintenant, pour pas grand-chose, parce qu'elle est toujours depuis 20 ans payée le SMIC, mais elle se voit pas ne pas travailler, c'est pas possible. Pour elle, c'est aussi une expérience sociale, aller rencontrer du monde, faire un effort. C'est vraiment très important pour elle et ça m'a beaucoup aussi influencée dans ma manière de voir le travail. Et mon père, maintenant il est à la retraite, il était artisan taxi. Et je trouve ça rigolo parce que son père aussi a exercé ce métier après l'armée. Et du coup, je dis que ça fait 3 générations qu'on transporte des personnes, qu'on est dans la mobilité. Alors, la mienne est plus propre comme mobilité. Oui, mais bon. Elle est plus responsable sur le plan environnemental. Alors,
À l'école, quel genre d'élève étiez-vous? Est-ce que vous aviez des rêves d'avenir? Est-ce que vous élever était déjà un objectif? Alors je dirais oui, moi j'avais pour objectif, en tout cas pour ambition, de réussir. Déjà parce que je pense, une ambition que mes parents m'ont transmis très tôt. Et j'ai eu la chance, comme je le disais, de grandir dans un foyer stable, mais aussi très aimant. Vraiment, mes parents, je pense que pour eux, j'étais la 8e merveille du monde. J'étais capable de tout. Il n'y avait pas une chose qui était en mesure de me résister. Et ils m'ont donné une telle confiance en moi que franchement, ça m'a permis de me sentir capable de tenter n'importe quoi. Donc vous étiez une bonne élève? Donc j'ai été une bonne élève, une même très bonne élève quand j'étais plus petite. Après, bon, j'ai eu un collège, un lycée très bon, en tout cas sans aucune difficulté. Avec, bon, évidemment, j'ai un peu moins travaillé au collège parce qu'on est préoccupé par d'autres choses quand on a 12-13 ans. Mais après, oui, j'ai eu une scolarité très facile. On va dire, jusqu'à l'arrivée en prépa. D'accord, mais avant cela, vos parents, ils avaient quel rapport à l'école, en fait? Ah bah, pour mes parents, l'école, c'était hyper important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me rendais à l'école, eux, ils considéraient qu'ils transféraient l'intégralité de leur autorité parentale au corps professoral. Si j'avais osé manquer de respect à un professeur, je pense que pour eux, je déshonorais l'ensemble de mes ancêtres sur 10 générations. Et mes parents, ils n'ont jamais pris mon parti, par exemple, contre des professeurs. Ils avaient un respect pour l'institution de l'école et pour le corps professoral très important. Ma mère aussi, elle a dû arrêter les études à l'âge de 12 ans contre sa volonté. Donc je pense qu'elle avait aussi pour ambition que nous, on poursuive ce sujet-là. Et elle nous le disait en permanence, tout le temps, en fait, c'est soit l'école, soit tu vas devenir femme de ménage pour nettoyer les toilettes des autres, quoi. Donc j'ai bien compris qu'il fallait que je m'investisse dans l'école. Elle vous répétait ça régulièrement? Ah oui, tout le temps. Ah oui, d'accord. Comme une sorte de menace, d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. D'accord. Alors, si vous deviez retrouver le moment où l'ascenseur a commencé à monter, à bouger, est-ce que quelqu'un d'autre l'a fait pour vous ou bien est-ce que c'était vous qui avez appuyé sur le bouton? Je pense que appuyer sur le bouton en soi, c'est forcément quelque chose c'est une action qu'on fait soi-même parce qu'il faut la volonté pour le faire. Mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais j'ai eu beaucoup de rencontres très positives dans ma vie ou dans mon parcours professionnel. Déjà, j'en ai déjà parlé, mais avoir, encore une fois, des parents très investis dans la scolarité, c'est une chance. Et d'ailleurs, la preuve que c'est une chance, c'est que j'ai 2 petites sœurs. J'en ai une qui est médecin urgentiste et l'autre qui est en train de terminer son master de pharmacie. Donc, ah oui. C'est bien la preuve du rôle et de l'importance de l'implication des parents dans la scolarité des enfants. Ensuite, moi je me rappelle peut-être de mon professeur de CE1, CE2, Monsieur Morel, pour qui j'étais une sorte de génie, je pense, mais qui m'a donné énormément confiance en moi. J'étais pas un génie, mais en tout cas, ça m'a juste le croire quand on a 8 ans ou 10 ans, ça aide énormément. Je pense que si on se construit dans l'enfance avec beaucoup de confiance en soi, alors évidemment, derrière, il faut délivrer par le travail, mais on se donne les moyens de tenter tout un tas de choses. Ensuite, une expérience qui m'a beaucoup marquée, c'est quand j'avais, donc pour mon stage de 4e, alors à l'époque, j'étais une grande fan de foot, je suis toujours une grande fan de foot, mais je voulais être journaliste sportive. Et évidemment, j'avais aucun réseau dans le milieu du journalisme, ni du journalisme sportif, mes parents connaissaient personne. Mais c'est pas grave, ça m'a pas arrêté. J'ai pris le journal France Football et j'ai regardé le nom du directeur de la rédaction et j'ai envoyé une lettre pour dire voilà, j'ai envie de travailler dans le journalisme sportif, j'aimerais faire mon stage de 3e chez vous. Mes parents, ils pensaient vraiment, c'est un peu la première fois qu'ils pensaient que ça marcherait pas vraiment. Mais mine de rien, au bout de quelques semaines, j'ai reçu un coup de fil pour m'inviter à passer un entretien. Et j'ai passé un entretien avec le directeur de la rédaction, donc visiblement, il prenait le sujet très au sérieux et j'ai eu le stage. Et c'était juste un stage d'1 semaine, mais je l'ai vraiment vécu à ce moment-là comme, en fait, tout est possible, quoi. Il suffit juste de tenter. Donc l'ascenseur continue en fait à monter, enfin commence à monter plus exactement, et à un moment, les portes s'ouvrent sur le premier étage. C'est quoi pour vous le premier étage, Amira ?
Le premier étage de l'ascenseur, je dirais que là où peut-être ça a été le premier choc, c'est la classe prépa. Parce que encore une fois, j'ai eu une scolarité très facile, je dirais. En prépa, on arrive. Moi, j'étais à Janson-de-Sailly, dans le 16e arrondissement. Vous étiez dans une prépa école de commerce ? J'étais dans une prépa, oui, effectivement, pour les écoles de commerce en option économique. Et donc à Janson-de-Sailly, dans le 16e. Voilà, lycée ultra privilégié du 16e arrondissement de Paris. Très beau quartier. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais eu la chance quand même en terminale j'avais choisi l'option arabe. Je suis pas une très grande arabophone. Mes parents m'avaient pas appris l'arabe d'ailleurs petite, de peur que je parle mal le français à cause de ça. Mais ce qui maintenant semblerait une hérésie, de pas transmettre une langue à ses enfants. À cette époque-là, ils avaient cette peur-là. J'étais pas une très grande arabophone, mais j'avais pris l'arabe pour pouvoir gagner des points supplémentaires au bac. Et les cours d'arabe avaient lieu à Henri IV. Donc tous les mercredis, j'allais dans le 5e arrondissement de Paris pour aller à Henri IV. Et là, à la fois, j'ai découvert franchement un monde nouveau. C'est-à-dire, ce qui m'a le plus choqué à l'époque, je me rappelle, c'était de voir des gens qui étaient tellement éduqués que des gens qui n'avaient absolument aucune racine culturelle avec le monde arabe parlaient mieux arabe que moi, et bien mieux arabe que moi. Et oui, ça avait été un peu un choc à l'époque. Mais en tout cas, ça m'a permis, quand l'année suivante, je suis rentrée en prépa, de pas avoir cette peur des grands lycées parisiens, de pas avoir cette peur de Paris, parce que je l'avais déjà fait l'année dernière, en fait. C'est ça. Alors du coup, quand vous arrivez en prépa à Janson-de-Sailly, vous vous êtes pas entouré de gamins ultra privilégiés. En prépa, c'est pas la même population, je pense, que au lycée. C'est ce qu'on pourrait croire, parce que Janson, c'est dans le 16e arrondissement, donc effectivement, c'est un quartier très privilégié. Après, la classe prépa, disons qu'il y avait quelques élèves de grands lycées parisiens. Mais il y avait aussi beaucoup d'élèves qui venaient de province, de très bons élèves de lycée à Lyon, à Nantes, à Toulouse. Donc ça faisait quelque chose qui était quand même relativement mixte d'un point de vue social et culturel. C'était vraiment pas le cliché de l'habitant du 16e arrondissement de Paris, quoi. Et c'était pas dur sur le plan du niveau attendu d'arriver en prépa à Janson-de-Sailly? J'imagine que c'est une très bonne prépa. C'est un peu effectivement le choc, c'est-à-dire qu'on est un très bon élève toute sa vie sans trop faire d'efforts. Et puis tout d'un coup, là où on avait 17, 18, 19, on a 5, quoi. Ah oui. Donc, et on comprend pas ce qui s'est passé entre-temps, pourquoi est-ce qu'on a chuté comme ça de niveau. Et c'est juste que le niveau d'exigence était beaucoup plus élevé. Donc ça prend plusieurs mois pour se remettre à niveau. Il y a cette partie, moi je pense par exemple, les maths, c'est une matière où tout d'un coup on sent un énorme gap, mais aussi des matières comme la culture générale où on entend pour la première fois parler d'auteurs, de films dont on n'avait absolument jamais entendu parler avant, qui sont à la fois une découverte et qui en même temps se disent ah ouais, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Et vous n'avez pas été découragée devant ce gap ? Non. Je pense encore une fois que ça vient de la confiance en moi que mes parents m'ont transmise, mais je me sentais pas... Alors évidemment, il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, il faut arriver à se remotiver, mais j'ai jamais envisagé de pas aller au bout. Vous avez réussi quel concours, du coup, à la suite de cette prépa à Janson-de-Sailly ? En prépa, je suis rentrée à HEC. Ah oui, quand même. Donc vous avez vraiment réussi une très grande école. Oui, ça a été... La première. La première des écoles, oui. Des écoles de commerce. Oui, c'était une très belle expérience, une très bonne école. Effectivement, le concours est très sélectif. Donc, mes parents étaient très, très contents à cette époque-là. Moi aussi, j'étais très fière de moi, évidemment. Et donc, après HEC, vous rentrez dans la vie professionnelle. C'est quoi le début de votre vie professionnelle, justement ? Alors, j'ai une première expérience où je tente de monter une entreprise. Tout de suite, vous voulez être entrepreneur ? J'avais fait la majeure entrepreneuriat. Donc, oui, je voulais... et j'avais une opportunité avec 2 camarades que j'avais rencontrés. Ce qui était super dans la majeure entrepreneuriat, c'était qu'elle était composée à 2 tiers d'élèves qui venaient pas d'HEC.
Donc, il y avait un autre tiers d'ingénieurs et un autre tiers de gens qui avaient un parcours scolaire différent. Donc, ça permettait aussi d'aller retrouver une altérité que, franchement, on perd un peu les 2 premières années d'HEC, enfermés dans un campus avec des gens qui viennent essentiellement de milieux très privilégiés. Oui, vous aviez ressenti ça aussi. Oui, à HEC, j'avais ressenti, c'est peut-être beaucoup plus qu'en prépa, que j'ai vraiment vu des gens très, 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 très privilégiés. Et j'avoue que au début, j'ai trouvé ça un peu... je dirais pas que c'était injuste, mais parfois ce qui m'énervait un peu, c'est que j'avais l'impression que... Alors à HEC, on nous sort un discours, là, vous avez tout réussi, vous êtes élite, super, vous êtes trop fort. Et du coup, j'avais l'impression que certains croyaient énormément en ce discours sans se rendre compte de la chance qu'ils avaient eue au démarrage dans la vie. Vraiment que j'avais des élèves, ils étaient nés avec une paire d'as et ils avaient l'impression que tout ce qu'ils avaient réussi, c'était grâce à eux et grâce à leur intelligence et grâce à leur talent naturel. Et j'avoue, ça m'énervait un peu. Bon, je le disais pas, mais c'est un sentiment sur lequel je suis revenue depuis et sur lequel j'ai pas mal évolué parce que, en fait, en découvrant ces gens-là pour de vrai, en leur parlant, tout simplement, je me suis aperçue que, en fait, un être humain, c'est beaucoup plus complexe que ça. Que même si on a grandi dans des beaux quartiers, avec des parents cadres dans de grandes entreprises ou grands entrepreneurs, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas connu de difficultés et qu'on n'a pas connu de souffrance. Donc, ça m'a apaisée aussi. Je n'étais pas contente que d'autres gens aient souffert, mais de me rendre compte qu'il y avait beaucoup plus de complexité. Oui, que la vie était plus compliquée que ça. Mm. Alors, pendant votre ascension dans la vie professionnelle cette fois-ci, parce que vous avez déjà parlé des gens qui vous ont aidé dans votre vie d'étudiante, on va dire, mais dans votre vie professionnelle, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont encouragé, motivé, donné encore plus de confiance en vous, de l'ambition et des gens à qui vous estimez devoir quelque chose? Oui. Déjà, peut-être que je vais avoir l'air un peu obsessionnel, mais je trouve que l'avantage de venir d'un milieu populaire, c'est que quand on rentre dans le monde du travail, en fait, nos parents, ils sont déjà tellement contents qu'on ait fait des études et qu'on a réussi des études qu'on n'a plus du tout la pression. À ce moment-là, quoi qu'on fasse, franchement, c'est bonus après. Donc moi, je suis vraiment rentrée dans le monde professionnel avec la possibilité de faire ce que je voulais, quand je voulais. J'ai eu une première aventure dans l'entrepreneuriat, mais finalement... au bout de quelques mois, je décide de chercher un emploi parce qu'il fallait que je commence à gagner ma vie aussi. Et du coup, je savais à ce moment-là que je voulais travailler dans les technologies et dans un secteur qui faisait du sens pour moi. Donc, soit l'environnement, soit la santé, soit l'éducation. Et du coup, j'ai postulé à toutes les entreprises possibles et imaginables. Peut-être un petit choc parce que franchement, j'ai dû envoyer une 50aine de candidatures et de CV et j'ai pas eu tant de réponses que ça. Alors que, pour moi, ce qu'on m'a dit, c'est que je sors d'HEC, donc logiquement, c'était aux gens de se déplacer pour venir me chercher. C'était pas à moi de postuler. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Pas du tout. C'est juste qu'ils reçoivent plein d'autres super candidatures et que le HEC, ça suffit pas pour décrocher... un job. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, vous pourriez dire que vous avez eu le sentiment d'être coincé entre 2 étages? Coincé entre 2 étages, je sais pas, mais en tout cas, je sais que ça a été une période un peu difficile parce que on m'avait fait la promesse que je trouverais un job hyper facilement. Et finalement, c'était pas si facile que ça. Donc, c'est pas grave, je me suis mobilisée et du coup, je me suis inscrite sur LinkedIn et j'ai commencé à contacter du coup les patrons des entreprises pour lesquelles j'avais postulé en disant j'ai envoyé une candidature, est-ce que vous l'avez bien reçue parce que parfois, on est filtré par un logiciel, un service RH. Et donc, un des patrons qui était Eric Carrel, qui va devenir un personnage important de mon parcours, je lui avais écrit en lui disant voilà, j'ai postulé à tel poste dans votre entreprise, je sais que j'ai pas forcément l'expérience, mais donnez-moi ma chance. Et c'était quelle entreprise? C'était l'entreprise Weezings qui fait toujours d'ailleurs des objets connectés pour la santé. Et alors?
Et du coup, il m'a mis en relation avec le RH pour organiser un entretien qui finalement m'a orientée vers un autre poste. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la boîte. Et je suis rentrée au poste à ce qu'on appelait B2C Revenue Manager. En grosso modo, j'étais en charge du site de e-commerce. Ce que j'avais jamais fait non plus dans ma vie. Mais je trouvais ça... En fait, moi, je m'en fichais par quel poste j'allais rentrer. De toute façon, ça, on peut évoluer et on peut changer. Je voulais juste rentrer dans un projet qui me plaisait et qui avait du sens pour moi. Donc, vous êtes resté combien de temps dans cette boîte ? Je suis restée 4 ans dans cette entreprise. Après, elle a été rachetée par Nokia à l'époque. Donc, il y avait un certain nombre d'opportunités qui s'ouvraient à nous via ce rachat. Mais moi, c'était pas ce qui me faisait le plus rêver. Et là, j'ai été recontactée par Eric pour le rejoindre dans une aventure entrepreneuriale cette fois, avec donc lui et Arnaud, qui est mon associé dans 15. Et bon, pour monter une entreprise d'abord autour de l'objet connecté dans le vélo ou dans la mobilité. Et donc, c'est la boîte dont vous êtes la CEO aujourd'hui ? Alors, c'est la boîte que je co-dirige aujourd'hui avec mon cofondateur Arnaud, ouais. D'accord. Et alors, donc, du coup, dans votre vie professionnelle, en dehors de ce Eric, qui est, donc, si j'ai bien compris, votre ancien patron. Qui est mon ancien patron et qui est devenu, du coup, mon associé, ouais. Qui est devenu votre associé et votre autre co-dirigeant de la boîte, Arnaud, si j'ai bien compris. En dehors de ces deux personnes, qui vous a aidé dans la vie professionnelle ? Je pense par exemple à notre investisseur, Marie Eklund, qui était donc investisseur dans la société dès le début via le fonds Daphne et qui est de nouveau investisseur maintenant via le fonds 2050 et qui déjà nous a beaucoup encouragés, qui est vraiment une super investisseur parce que c'est le type d'investisseur avec qui on peut dire quand ça va pas et qui va pas nous enfoncer, qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut sortir la tête de l'eau. Et elle était à l'époque membre du conseil d'administration de Parrot. Elle avait dû le quitter pour des raisons professionnelles. Elle m'a proposé de reprendre sa place et de rencontrer le dirigeant, donc Henri Sédou, pour prendre sa place. Donc, comme administratrice ? Comme administratrice, ouais. Et franchement, c'est une super expérience. Oui, je le suis toujours aujourd'hui. D'accord. Et c'est vraiment un peu de la chance. Je suis très heureuse en tout cas qu'elle ait pensé à moi pour cette opportunité. Et je suis très heureuse parce que ça me permet aussi sur un secteur qui est très différent des vélos, de m'enrichir toujours de ce que moi j'aime, c'est-à-dire la technologie au service de l'humain. Alors, en dehors de cette difficulté que vous rencontrez pour entrer dans le monde du travail, est-ce que vous avez eu à un moment donné, plus tard, le sentiment d'être coincé entre deux étages ? Je dirais que créer une entreprise et diriger une entreprise, c'est dur. Là, l'ascenseur, il va pas du tout aussi vite qu'il peut le faire au cours de sa scolarité. Disons que c'est un ascenseur qui nécessite pas mal de maintenance, si je reprends la métaphore. Il y a une entreprise, ça cartonne, et puis l'année d'après, ça cartonne pas. Donc oui, je dirais que là, dans mon rôle de co-dirigeante d'une entreprise, j'ai l'impression parfois que l'ascenseur, il faut plus le tirer soi-même que juste taper sur un bouton. Et alors, il y a combien de salariés dans votre entreprise ? On a 65 salariés aujourd'hui dans l'entreprise. D'accord, donc c'est quand même une grosse boîte. Mais en dehors de cette aventure entrepreneuriale où je comprends de ce que vous me dites que finalement le sentiment d'être bloqué, c'est régulier, c'est presque propre à la vie d'un entrepreneur. En dehors de ça, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont essayé de vous bloquer l'ascenseur depuis que vous avez commencé à le faire fonctionner vers le haut ? Alors, oui et non, c'est-à-dire jamais trop en face, mais c'est vrai qu'on vit quelques expériences qui sont pas des expériences très agréables. Alors j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de politique. D'ailleurs, j'ai quitté depuis, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi. Quand j'ai été candidate aux élections municipales à l'âge de 19 ans, ouais. Dans ma ville de la Garenne-Colombes, et j'ai été élue d'ailleurs. Et pendant la campagne,
quelqu'un qui avait barré ma tête de toutes les affiches, qui m'avait effacé sur toutes les photos. Et au début, moi j'ai pensé que c'était un amoureux éconduit du collège qui voulait se venger. Et en fait, pas du tout. C'était quelqu'un qui estimait qu'une arabe avait rien à faire sur la liste pour les municipales. Vous l'avez su? Je l'ai su le jour de l'élection. Comment? On a fini par me le dire. Il voulait pas me le dire au début, mais le maire l'a appris et il a fini par me le dire. Je pense que c'est la première fois que j'ai eu vraiment de la peine sur le sujet parce que je me suis dit, en fait, ok, oui, d'accord, je suis issue de l'immigration et je suis aussi attachée à mes racines. Mais en fait, si me présenter une élection, ça suffit pas pour prouver ma loyauté envers la France. Je vois pas ce que je peux faire de plus, quoi. Donc ça a été... ça vous a rendu pas sympa, quoi. Ouais. Ça vous a rendu triste ou en colère ou les deux? Ça m'a surtout rendu triste à l'époque. Et après, je dirais, voilà, j'ai la chance aussi, alors c'est marrant, c'est à double tranchant, d'être une femme, dans le sens où c'est plus facile pour une femme racisée que pour un homme racisé. On subit moins le racisme, c'est vrai. Même si être une femme, c'est peut-être moins facile qu'être un homme pour plein d'autres raisons. Mais c'est pas du tout mon quotidien. Mon quotidien, il a été rempli de rencontres bienveillantes, de gens qui ont essayé au contraire de me tirer vers le haut, qui ont valorisé cette différence, qui ont voulu s'enrichir aussi de cette différence-là. Donc ça, c'est peut-être 1% des gens qui ont essayé, juste parce que, à cause de qui je suis, de me bloquer. Le reste de mon expérience, c'est pas du tout ça. Alors, est-ce que, en dehors de cette anecdote sur les affiches électorales, vous n'avez pas croisé de discrimination? Pas directement pour moi, pas en face de moi. Après, j'ai quelques anecdotes par-ci par-là. Et par exemple, je peux le dire maintenant parce qu'à un moment, on avait un actionnaire majoritaire, mais il est sorti, donc je risque plus rien à le dire. Mais le président qui représentait cet actionnaire majoritaire, il a essayé, à un moment, il a dû considérer que j'étais trop jeune pour remplir mes responsabilités. Et pendant que j'étais en congé maternité, il a essayé de me faire remplacer sur une partie de mon scope. Je n'ai pas trouvé ça très élégant, on va dire. Donc là, c'était plus une discrimination sexiste. Oui, c'était plus du sexisme. Après, ça arrivait. Je me rappelle une fois avec un fournisseur, c'est ma première grossesse, j'étais enceinte vraiment jusqu'aux dents. Et c'est marrant parce que je trouve que c'est encore pire quand on est enceinte. Quand on est enceinte, les gens, ils voient plus que la femme, ils voient plus rien d'autre derrière. Et on était en train de discuter avec un potentiel client, moi et mon associé, et il a passé la réunion à ne parler qu'à mon associé. Moi, c'est comme si j'existais pas. Ah oui. Voilà, on s'adapte, on s'habitue, ça fout un peu les boules. Mais nous, en étant là, on essaye de construire un monde qui est différent. Moi, j'ai toujours remarqué, je sais pas pourquoi, que les équipes que je construisais, elles étaient plus mixtes et plus diverses que les autres. Est-ce que je fais consciemment exprès d'embaucher plus de femmes ou plus de personnes racisées? Non. Mais il se trouve que le résultat, c'est celui-là. Donc il y a forcément des biais qui interviennent. Oui, mais ce sont des biais qui vont dans le bon sens, qui sont plus représentatifs au fond de votre marché aussi peut-être. Bien sûr. Et du coup, c'est positif. C'est pour ça que finalement, la force du mouvement, de milliers de gens qui s'investissent et qui, par leur travail, leur action quotidienne, vont construire le monde, elle est beaucoup plus forte que un ou deux imbéciles qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, quoi. On a parlé là des obstacles qui peuvent venir des autres, notamment les auteurs de discrimination. Mais il y a aussi parfois des obstacles qui viennent de soi, qui sont des obstacles en fait liés probablement aux autres aussi. Hein. Est-ce que vous avez connu dans cet ascenseur des moments où ça secouait un peu, où vous vous sentiez pas très à l'aise, vous aviez un sentiment peut-être d'illégitimité? En gros, est-ce que vous avez connu des épisodes d'ascenseur émotionnel? Alors, il y a des moments, effectivement, qui sont
je pense, plus difficiles que d'autres. Je trouve plus dans la vie professionnelle que dans le parcours scolaire, pour le coup. Parce que le parcours scolaire, c'est un peu un cocon, hein. Quand on a la chance en France de bien travailler à l'école et d'être bien... Et pour ça, ça veut dire essentiellement d'être bien adapté à ce que l'école attend de vous en France. On est dans un cocon. En revanche, sur le parcours professionnel, oui, là, déjà, on a beaucoup plus... avoir plus de possibilités et plus de liberté, c'est aussi ça peut générer aussi une forme d'anxiété. Et c'est plus dur. Il n'y a plus personne pour nous rattraper derrière. Quand on échoue, on est directement en première ligne de l'échec. Donc, je dirais pas que je ressens un syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit, ou que je me remets en question. Mais les épreuves sont plus dures, ouais. Mais elles sont plus dures parce que vous êtes entrepreneur ou elles sont plus dures parce que vous êtes dans l'ascenseur social? Alors, je dirais que beaucoup d'entrepreneurs galèrent, à mon avis. Être dans l'ascenseur social, non, jusqu'à un certain niveau. Peut-être que moi, j'ai pas dépassé encore certains étages où ça devient aussi vraiment un handicap. Il y a probablement une forme de plafond de verre à un moment. Moi, je pense que j'en suis pas encore là. Jusqu'ici, dans mon parcours, le fait justement d'avoir évolué dans différents milieux, ça a toujours été plutôt vu comme une richesse. Donc, quand on monte dans l'ascenseur et qu'on s'éloigne de son rez-de-chaussée, est-ce qu'on le vit toujours bien ou est-ce que on a envie d'oublier d'où on vient ou au contraire de partager cette réussite avec les siens, avec ses amis d'avant, on va dire. Enfin, en gros, concrètement, comment vous vivez le fait d'être passé d'un milieu socio-culturel à un autre? Moi, j'ai trouvé très dur d'arriver à conserver ces amitiés, pour le coup, d'avant la prépa et après la prépa. Il y a un tel gap en termes de charge de travail, de disponibilité, et on finit aussi par passer beaucoup plus de temps. Moi, je me rappelle les gens avec qui j'étais en prépa, je passais quasiment toute ma vie avec eux. J'étais à l'école avec eux, ensuite j'allais à la bibliothèque avec eux jusqu'à 22h, et on travaillait tous les jours, 7 jours sur 7. Oui, c'est le rythme de la prépa qui oblige ça. Qui rend difficile de maintenir des liens affectifs alors que par ailleurs, les gens vivent leur vie de 18 ans, 19 ans, c'est-à-dire qu'ils sortent, qu'ils créent des souvenirs, qu'ils voyagent. Donc ça, j'ai trouvé ça difficile d'arriver à le maintenir. Et peut-être aussi... d'arriver à se construire un peu une nouvelle identité. Moi, je me rappelle que du coup, à HEC, je surjouais un petit peu le côté rebeu de banlieue. J'avais l'impression que ça me donnait une street cred ou une street credibility par rapport aux autres, que je considérais comme des gens un petit peu plus fragiles que moi. Parce que j'avais besoin de recoller une identité fille d'un milieu populaire et puis de la banlieue et puis mes racines aussi culturelles avec ce monde très blanc, très riche qu'il y avait autour de moi, quoi. Et c'est drôle de le dire comme ça, mais du coup, ça veut dire que, en gros, vous n'avez pas du tout oublié d'où vous venez, et que même si le rythme de la prépa vous a éloigné de vos amis d'enfance, c'est le rythme de la prépa qui vous a éloigné. Ça n'est pas un désir comme on peut de temps en temps. Qu'on peut de temps en temps croiser dans ce type de parcours, un désir d'oublier d'où on vient. Non, je dirais pas qu'il y ait ce désir chez moi, mais je pense que la réalité, c'est qu'à un moment, on s'entoure de gens. Il y a une certaine endogamie qui se crée. On s'entoure des gens qui sont dans le même milieu professionnel que nous, donc d'autres entrepreneurs, du coup des gens qui ont finalement un peu la même vie que vous. Ce qui me manque là-dedans, c'est par exemple quand avant d'avoir des enfants, j'étais très investie dans des associations. Je faisais des maraudes sociales, par exemple, dans le 93. Et enfin, je parle même pas des bénéficiaires, mais juste des autres bénévoles qu'il y avait avec nous. Ils étaient de milieux sociaux et d'origines très diverses. Aujourd'hui, que j'ai plus le temps de le faire, entre la boîte et les enfants,
Et ça me manque un peu de juste recroiser des gens qui font des métiers totalement différents. Moi, je me rappelle, on s'était super bien entendu avec un mec dans le métier. C'était d'installer des câbles sur les plateaux télé. Quelqu'un d'incroyable, d'original, de très drôle. Mais juste quelqu'un avec qui je vais pas parler rentabilité, croissance. Ça me manque de fréquenter plus de diversité sociale. Maintenant, je vais vous parler de vous dans la famille comme maman, parce que vous êtes déjà la mère de 2 enfants, vous en attendez un 3e. Est-ce que le fait d'être partie de plus bas que d'un milieu socioculturel moins favorisé que celui dans lequel vous élevez vos enfants, est-ce que ça compte ? Est-ce que ça compte dans l'éducation que vous leur donnez ? Alors c'est marrant parce que je vais donner un peu l'impression de me trahir, mais quand j'étais plus jeune, j'étais très 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 fière d'avoir fait l'école de la République de bout en bout. C'est-à-dire que de la petite section de maternelle à la classe prépa, je n'avais été qu'un parcours école publique, école de la République, et j'en étais très fière. Et je disais, moi, mes enfants, ils feront l'école de la République comme leur mère. Et bon, j'ai mon premier enfant, il a 6 ans, et dès la première section de maternelle, je l'ai inscrit dans une école privée catho. Donc, mais pourquoi ? Vous êtes pourtant dans un très bon quartier où il y a des très bons établissements. Alors c'est vrai, pourquoi en vrai par praticité, parce que j'avais eu l'opportunité de visiter l'école, alors qu'à ce moment-là l'école de secteur, il y avait un changement de directrice, donc on pouvait pas voir l'école. Et en vrai, la vérité c'est que quand on a acquis un certain nombre de choses, en fait, on a envie d'en faire bénéficier ses enfants le plus possible. Hein. Moi, j'ai aucun scrupule à le dire. Tout ce dont mes enfants peuvent bénéficier pour leur faciliter les choses, j'ai bien l'intention de leur donner. Hein. Et donc, vous n'avez pas du tout peur, comme d'autres témoins de Bienvenue dans l'ascenseur, que ça leur enlève la niaque que vous aviez vous ? Alors... Non, je dirais pour 2 raisons. La première, c'est que moi, je pense qu'on éduque par l'exemple et on n'éduque pas par les mots. Et que si on a la niaque et que nos enfants ils nous voient avoir la niaque, ils vont avoir la niaque aussi. La deuxième raison, c'est que j'ai pas envie de leur transmettre une forme de culpabilité sur les chances qu'ils ont eues. Je trouve que ça peut être très très dur pour certaines personnes. Je sais pas ceux qui ont regardé une excellente série qui est la série Succession. Alors c'est le cas extrême, mais c'est l'histoire d'un père qui a détruit ses enfants parce qu'il a considéré que eux ne seraient jamais à la hauteur de ce que lui, il avait été capable d'accomplir, parce qu'il était parti de rien, justement. Mes enfants, ils ont la chance de partir avec plus d'outils dans la vie. J'espère. Le seul truc que j'attends d'eux, c'est que ça les rende plus empathiques et plus bienveillants. Vous n'avez pas du tout peur à l'idée qu'ils redescendent ? J'avoue n'y avoir jamais pensé. Donc vous avez pris l'ascenseur social, Amira, mais pour beaucoup, on le sait, pour beaucoup d'autres, c'est difficile, voire impossible. Qu'est-ce qu'il faudrait changer à l'échelle d'un pays comme la France pour qu'un parcours comme le vôtre et celui de vos sœurs devienne banal ? Je trouve honnêtement que de mon temps, à mon époque, c'était plus facile. Aujourd'hui, l'État a tellement désinvesti dans l'école, alors que c'était le premier. Le vrai ascenseur social dans notre pays, c'est l'école. On a tellement désinvesti dedans que est-ce qu'aujourd'hui, on a autant de possibilités qu'avant ? Je ne sais pas. Moi, j'aime bien regarder des statistiques que je trouve assez effrayantes. Par exemple, la part de l'héritage dans le patrimoine des Français a doublé en 30 ans. Ça veut dire... Le message qu'on envoie aux gens, c'est de dire que s'enrichir par son travail maintenant, sur une vie, c'est devenu quasiment impossible. Ça, je trouve ça très triste. Je trouve qu'il faut vraiment s'engager politiquement via son vote, en allant parler à ses élus pour qu'on réinvestisse dans l'école, parce que non seulement je pense qu'en tant que maman, je le vis encore plus fortement, mais c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Un pays qui choisit de ne plus investir dans sa jeunesse et dans ses enfants, c'est un pays qui est voué à une mort certaine. Donc, je trouve que à l'échelle collective, c'est devenu, à l'échelle du système en tout cas, c'est devenu plus dur. Après, un système, comme tout, y a des failles, il y a des hacks, et aujourd'hui, il y a
plein de choses qu'on peut faire à l'échelle individuelle pour justement hacker un système qui est pas conçu pour vous laisser prendre cet ascenseur social et pour le prendre quand même. Donc justement, c'est une très bonne transition vers ma prochaine question qui est, vous avez un jeune ou plusieurs qui demain vous demande conseil, il veut prendre l'ascenseur social, il ne sait pas comment faire, quel bouton appuyer, sur quel bouton appuyer et comment faire, quel conseil vous lui donnez? Alors là, j'ai essayé en réfléchissant d'être très pratique, justement pour que ce soit actionnable. Peut-être le côté un peu entrepreneur où on essaye d'être justement très concret. Donc le premier truc que je dirais, c'est d'investir dans son éducation. En France, on est un pays où même à 60 ans, on rappelle de quelle école vous sortez. Je dis pas que c'est positif, mais en tout cas, c'est comme ça que le système fonctionne. Donc, l'éducation en France et l'école est quelque chose de très, très, très valorisé. Et franchement, c'est pas... Si on n'a pas de difficultés d'apprentissage ou qu'on en a les moyens intellectuels, c'est pas si dur que ça. En travaillant 30 minutes par jour au collège et au lycée, on peut être dans le top 10% assez facilement. Ensuite, je dirais qu'il faut lire beaucoup de livres. Un cerveau, c'est comme ChatGPT en fait, où ChatGPT c'est comme le cerveau, il se nourrit de toutes les lectures qu'il y a autour et c'est comme ça qu'il arrive à construire des réponses argumentées et construire des réflexions. Donc le cerveau c'est pareil, il faut le nourrir le plus possible. Donc lire des médias, lire des livres, regarder des films, écouter des podcasts. Tout ça, c'est des choses qui vont entraîner le cerveau à devenir agile et à être capable de formuler des réponses intelligentes. Je dirais aussi de diversifier ses sources de culture. Pour ceux qui ont notamment la chance d'avoir un double héritage culturel, de s'intéresser aussi à la littérature d'origine de ses parents. Donc que ce soit la littérature du Moyen-Orient, du Maghreb, la littérature japonaise. Vraiment, aujourd'hui, le monde il est mondialisé. Donc pour évoluer dans le monde, il faut comprendre les gens du monde entier. Et je trouve que lire un roman japonais comme c'est le Temple d'Or, je crois, c'est une vraie fenêtre sur comprendre la culture japonaise. Donc diversifier les lectures. À l'inverse, peut-être que ça, c'est aussi mon côté maman qui le dit. Arrêtez les shorts, type vidéo TikTok ou YouTube. Non seulement c'est une perte de temps. Alors ça, ils se rendent bien compte, les plus jeunes, parce que j'ai la chance d'avoir une sœur, donc qui a encore 24 ans, donc qui me maintient, 23 ans cette année, du coup, qui me maintient dans le langage jeune. Il parle de brain rot. Donc vraiment le pourrissement du cerveau. Donc ils ont bien conscience que c'est pas bon pour eux, mais bon, faut vraiment arrêter parce que non seulement on n'apprend rien, mais en plus de ça, ça génère de l'anxiété, ça vous fait voir le monde pire qu'il est. Si vous êtes exposé en permanence pour une personne racisée à tous les actes racistes qui se passent en France, vous avez l'impression qu'en fait le pays est beaucoup plus raciste qu'il ne l'est vraiment, quoi. Reconcentrez-vous sur votre vie et sur votre quotidien et sur les gens qui sont autour de vous. Si vous n'avez pas de réseau, s'engager en politique, c'est une excellente manière de le faire. Pourquoi ? Parce que quand on a 20 ans, c'est normal de ne pas avoir de réseau. Tous les autres gens qu'on connaît, on a 20 ans. Un jeune privilégié, il n'a pas de réseau. C'est ses parents qui ont du réseau. Donc l'important, c'est de rencontrer des gens qui ont 10, 15, 20, 30 ans de plus que vous et qui sont déjà dans le monde du travail. Et ça, la politique, c'est un super moyen de le faire. Donc vous regardez le parti qui vous intéresse. Il y a forcément une section locale à côté de chez vous. Et vous vous engagez. Et là, vous allez rencontrer des gens dans le monde du travail. Mais vous êtes sorti de la politique, mais vous considérez que ça vous a apporté quelque chose dans votre parcours ? Alors oui, moi je suis sortie parce que j'ai voulu m'engager autrement. Mais par exemple, Janson, ils n'avaient pas accepté mon dossier. J'y suis rentrée parce que j'avais rencontré à un événement le maire du 16e et je lui ai demandé de m'aider à y rentrer. Donc vous avez été pistonnée. J'ai été pistonnée. C'est génial en même temps parce que bon... C'est pas un piston papa-maman, mais bon, c'est un piston quand même, quoi. Et que vous avez suscité vous-même. Voilà, grâce à mon engagement en politique à l'époque. Mais sinon, si je n'avais pas fait ça, j'aurais jamais rencontré des gens... Vous voyez, le maire de votre ville... Il connaît tous les chefs d'entreprise de son territoire, il connaît tous les investisseurs de son territoire. Connaître le maire de sa ville, c'est le meilleur moyen d'accéder à tout le réseau d'un territoire. C'est pour ça que moi je trouve que c'est un conseil qui est assez pratique.
Ensuite, je dirais que l'échec ou le rejet, faut arrêter d'en avoir peur parce qu'en vrai, ça fait pas si mal que ça. Ouais. Et je pense que c'est bien de faire des expériences dans sa vie où on se fait rejeter. Donc, que ce soit des expériences moi, je faisais du tractage, par exemple, en politique. Donc, quand on est sur un marché qu'on distribue des tracts, on se fait envoyer bouler peut-être, je sais pas, 40-50% du temps. Bah, ça apprend à se désensibiliser au rejet. Et je trouve que c'est très enrichissant et très formateur. Du coup, on a moins peur de faire des trucs après parce que quand on s'est aperçu que ça faisait pas si mal que ça, qu'on s'en remettait très vite, et on tente plus de trucs. C'est une école de la résilience? Oui, même franchement, quand je vois par exemple, vous voyez les jeunes qui essayent de recruter des donateurs pour les associations dans la rue, on les voit tout le temps. Je pense qu'ils doivent se prendre 99% de non, quoi. C'est hyper formateur. Du coup, après, ils peuvent tout tenter. Ils sont devenus insensibles au non. Donc ça, je trouve que c'est une bonne expérience à faire quand on est jeune. Et le dernier truc, c'est de s'entourer des gens qui ont les mêmes motivations et les mêmes ambitions que vous. Ça veut pas dire quitter son milieu, ça veut dire trouver 2-3 personnes avec qui vous allez mutuellement vous tirer vers le haut. Alors très souvent, je remarque dans ce podcast que les gens qui prennent l'ascenseur, ils éprouvent le besoin de renvoyer cet ascenseur aux plus jeunes qui sont dans la situation dans laquelle ils étaient eux il y a quelques années. Vous avez déjà évoqué le monde associatif, le fait que ça vous manquait, que vous avez envie de vous engager à nouveau. D'une certaine façon, quand vous étiez en politique, c'était aussi dans cette logique-là, j'imagine. Là, aujourd'hui, vous êtes dans la période la plus compliquée sur le plan du temps, puisque vous êtes dans l'accélération de votre vie professionnelle et la construction de votre famille. Donc, j'imagine que c'est pas la priorité, mais comment vous comptez vous y prendre? Qu'est-ce que vous allez faire pour renvoyer l'ascenseur? Oui, c'est vrai que ça, c'est peut-être mon regret le plus important en ce moment dans mon équilibre de vie, c'est que mon soutien aujourd'hui, il est plus que financier. C'est plus du tout un soutien en temps de temps ou d'engagement personnel. Donc j'aimerais bien, quand mes enfants seront un peu plus grands, me réengager dans des associations et puis les emmener avec moi aussi pour que eux, finalement, dès le plus jeune âge, ils apprennent ce que c'est juste même de rencontrer des nouvelles personnes et puis de partager les bénédictions qu'on a qu'on a reçues. Donc oui, c'est quelque chose qui est effectivement très important pour moi. Et puis comme je le disais, finalement, on le fait aussi inconsciemment parce que on a moins peur des gens qui nous ressemblent, on a moins peur des gens qui viennent des mêmes milieux sociaux ou des mêmes milieux culturels. Et moi, j'ai la possibilité de recruter plein de personnes dans l'année. Encore une fois, je ne vais pas cibler spécifiquement des femmes parce que c'est des femmes ou des personnes racisées, mais je me rappelle, par exemple, j'avais passé un entretien avec une super nana qui est dans mon équipe aujourd'hui. Marine, elle se reconnaîtra. Et en entretien, elle avait vachement d'assurance. Franchement, elle dégageait quelque chose, une maîtrise et une assurance. Je trouvais ça génial. Et il y a d'autres personnes, des mecs notamment, qui l'ont vue dans mon équipe et qui ont dit... grosso modo, eux, face à son assurance, leur remarque, c'était oh là là, elle est trop sûre d'elle, elle se la raconte. Mais moi, je voyais pas du tout les choses comme ça. Moi, une femme qui a de l'assurance, qui a envie de croquer le monde, mais il faut l'encourager, quoi. Faut pas la sanctionner, il faut pas la limiter pour ça. Donc, c'est aussi comme ça qu'on renvoie. C'était un biais sexiste? Oui, c'était clairement un biais sexiste. Alors justement, ma dernière question, c'est est-ce que pour vous le ciel est la limite ou est-ce que votre parcours d'ascension ça va bien comme ça? Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure parce que vous avez dit oui mais enfin je pars un parcours encore totalement achevé, ce qui est normal à votre âge. Donc c'est quoi le prochain étage pour vous? Alors oui, le ciel est la limite. Moi j'ai envie de dire j'y crois. Pour moi personnellement, en général, moi le premier étage pour moi c'est que j'aimerais bien que mon entreprise, ce soit une entreprise qui réussisse sur tous les plans économiques et aussi en termes de leadership, d'impact sur un marché. Donc ça, ce serait un motif de satisfaction pour moi. Après, je dirais que ce qui a changé, c'est la notion de la réussite.
Pour moi, la réussite avant, c'était gagner beaucoup d'argent, avoir des beaux sacs à main et avoir du pouvoir. C'était ça. Quand j'avais 15 ans, c'était ça pour moi, la réussite. Tout ce qui brille. Exactement. Et d'ailleurs, j'avais été très touchée par le film, d'ailleurs, du même nom. Et maintenant, pour moi, la réussite, ça se mesure à l'impact que vous avez sur le monde autour de vous. À l'échelle locale, d'abord, parce que faut d'abord s'occuper des gens qui sont autour de soi avant de s'occuper du reste du monde. Ça, c'est une conviction personnelle que j'ai très forte. Mais moi, maintenant, voilà, je mesure la réussite au bien qu'on apporte autour de soi. Et alors, manifestement, vous avez une grande ambition parce que vous avez fait un lapsus dans cette dernière réponse à cette dernière question. Vous avez dit le premier étage pour moi, alors que moi, je vous demandais le prochain étage pour vous. Donc, c'est génial parce que ça veut dire que vous avez encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages à gravir pour justement avoir plus d'impact sur le monde. Merci beaucoup, Amira Amra, pour ce voyage dans votre ascenseur. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'ascenseur.